Symposium sur la médecine traditionnelle africaine constitue dans son principe, sa substance et la diversité géographique et culturelle de ses participants une réponse radicale à l'idéologie dominante de conflits de culture et de civilisation. Par son principe et sa localisation, ce symposium affirme une éthique de dialogue et d'interfécondation. Sa substance, qui est de revisiter, réhabiliter et promouvoir la médecine traditionnelle africaine, est un message profond, fort, sur la richesse de l'existence de savoir, de savoir-faire et de pratiques que les peuples, à travers les âges, ont générés du fond de leur humanité singulière pour promouvoir le bien-être physique et mental de leurs membres. La diversité géographique, culturelle et scientifique de ces participants invités, par le partage de l'interfécondation, à une quête commune d'une universalité faite de leurs apports spécifiques au service de l'homme et de tous les hommes. L'art de guérir en Afrique a plusieurs dimensions. Le corps, le spirituel, l'âme, etc., le psyché. Cet art africain, nous avons voulu exprès l'appeler africain. Mais croyez-nous, c'est universel. C'est universel parce que ici aussi, cet art a besoin d'être vécu, d'être expérimenté. Et cet art a besoin aussi d'être connu par chacun de nous qui voulons être thérapeutes, qui voulons servir la santé des hommes. La religion n'a rien à voir dans cette histoire. C'est quand on parle de spiritualité, ça fait vibrer l'énergie. Et je pense qu'aujourd'hui, même ici à l'Occident, il y a les parascientifiques qui travaillent beaucoup sur l'énergie, qui est vie, et pour lesquels la médecine conventionnelle est limitée. Écoutez, nous tous, nous avons ici dans nos maisons des télévisions ou des machines électroniques. Et nous avons des commandes. Et d'ici, on peut ouvrir une télévision ou ouvrir un frigidaire sans contact physique. Mais pourquoi vous ne pouvez pas accepter que de Dakar, on puisse guérir des maux de tête ici, en Suisse, sans contact physique? Nous sommes pareils. Et pourquoi ce système cartésien nous a tellement éloignés de la vie qu'on devient aujourd'hui borné jusqu'à ce que nous acceptons de supprimer la vie? Je pense que ça interpelle la conscience de nous tous. Ce n'est pas l'art africain, c'est un prétexte pour interpeller les uns les autres. En Europe, ici, nous avons des radars. Et tout le monde sait ce que c'est le radar. Ça amène des vibrations. Brrr, et tous les arbres qui sont sur la trajectoire des radars, vous les voyez, ou ils sont morts, ou alors ils ont un trou dans leur corps, appelons ça comme ça. Et le système du radar est connu. Ça émet des ondes, ça tape un objet, ça revient. Alors, lorsque vous avez un trou dans l'arbre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'énergie a tué les cellules dans le passage d'eux. Je pense que des études sérieuses ont montré aujourd'hui que même au niveau cellulaire, la polarité de la membrane cellulaire, de la partie extérieure de la membrane cellulaire, en bonne santé, est lévogire. Elle est négative. Et sa partie intérieure est destrogire.
D'estrogir, sans des aiguilles d'une montre, lévogir, positive. Et cet équilibre-là qui fait la santé. Alors, si vous envoyez des ondes pour perturber la cellule, évidemment, vous la tuez comme le radar. Et c'est évident que nous devons tenir compte de ces réalités-là dans nos pratiques de tous les jours, jusqu'à là où nous habitons. Je dis ces petits éléments-là pour vous dire que la préoccupation et l'art de l'Afrique tient compte de tous ces éléments-là. Je vous montre ici un masque de la société initiatique Ndomo chez les Bambara du Mali. Les Bambara passent par plusieurs stades d'initiation tout au long de leur vie. L'initiation, c'est quoi? C'est l'apprentissage de l'homme par rapport au cosmos, par rapport à l'ensemble de l'univers. Quelle est sa place? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi doit-il mourir? Et le Ndomo, c'est la première étape de l'initiation. Ce sont les enfants de 7 à 8 ans qui suivent cette formation. Et dans cette formation, on leur explique pourquoi on a des articulations, à quoi ça sert les pieds pour marcher. Et chaque organe du corps correspond à une idée spirituelle importante. Nous avons, au cours de ce symposium, beaucoup parlé de l'aspect invisible de la guérison chez les Africains. En effet, une notion importante doit être d'abord assimilée pour comprendre à la fois la médecine traditionnelle africaine et l'art africain. Il s'agit de la conception africaine de la maladie, de l'homme, de la vie, du soin, ainsi de suite. Il s'agit de comprendre l'univers africain dans lequel deux forces interviennent de façon majeure. D'abord, l'idée de la force vitale, une énergie immatérielle, mais qui est la base de notre maintien en bonne santé et en vie, qui garantit notre vie. Ça d'une part, mais d'autre part, les forces surnaturelles qui permettent au monde visible que nous avons, notre corps, à ce monde visible, de s'interpénétrer avec le monde invisible. Pour nous, un malade, un fou, et ça, ou un malade qui est dérangé mentalement, dans la tradition, il faut le faire dormir, et en le faisant dormir, on est sûr qu'on a un début de guérison. Et ça, c'est le principe. Donc, ce que nous faisons d'abord, c'est d'aider le malade à dormir. Bon, maintenant, quand on approfondit l'interrogatoire, quand il s'agit d'un problème de deuil, de conflits conjugaux ou problème d'échec, mon relais à moi, parce que je suis homéopathe, je fais relais par l'homéopathie parce que je sais que j'ai la cause déclenchante et j'ai confiance que j'améliorerai mieux mon patient. Quand je n'ai pas ces causes-là, on continue toujours avec le produit de la médecine traditionnelle et on voit que le malade s'améliore et on prépare sa réinsertion avec sa famille. Je m'appelle un guérisseur, en effet. Je ne suis pas un médecin, docteur, les pédigrés, comme les caniches à nom à particules. Ce n'est pas non plus pour moi, je ne m'identifie pas à ça, mais plutôt à un processus actif. Donc, pas de dogma, pas d'exotisme non plus. C'est pas parce qu'on s'occupe des gens des autres cultures qu'il faut se promener avec des plumes dans le derrière et des objets rituels pour faire couleur locale. Restons nous-mêmes, essayons de nous définir dans notre culture et d'offrir quelque chose à l'autre. De même que comme médecin, je veux pouvoir offrir à mon patient ce que je veux recevoir quand moi je suis patient, et je l'ai été il n'y a pas longtemps encore.
Je veux un médecin qui soit tolérant vis-à-vis de l'ensemble de moi. Mon corps, mon esprit, mon âme, toutes ces autres choses qui font partie de moi, de ma communauté, de mes appartenances diverses. Quand on parle de malades mentaux, on se demande parfois qui est malade et qui ne l'est pas. Les limites sont vraiment pas fixées. Et parfois même, je me dis, ce qu'on appelle malades mentaux, c'est les seuls qui ne sont jamais malades. Et peut-être que c'est nous, les hommes, qui souffrons d'une maladie qu'on pourrait appeler la normose. Est-ce que le Nord pille réellement le savoir africain? Est-ce que les choses sont en train de changer? Est-ce qu'on va vers une collaboration peut-être plus équilibrée entre les industries pharmaceutiques des pays développés et les savoirs traditionnels? Et puis la deuxième question peut-être liée, est-ce que les médecins traditionnels, les petites ONG aussi qui essayent de développer ces pratiques, ont réellement les moyens d'utiliser le système des brevets? Est-ce que c'est pas trop cher, hors de leur portée, et est-ce qu'ils ne se font pas avoir d'une façon ou d'une autre? Merci beaucoup, c'est une grande question ouverte. Est-ce que le Nord pille le Sud? Ça, il faut voir au cas par cas, et effectivement, je ne peux pas être l'arbitre de l'industrie pharmaceutique et des tradipraticiens des deux côtés. En fait, effectivement, il est vrai, on ne peut pas nier que l'industrie pharmaceutique va prospecter dans le Sud, effectivement en Afrique ou en Amérique du Sud ou en Asie, pour récupérer des principes actifs qui vont ensuite protéger par brevet et commercialiser. Donc ça, c'est une réalité, effectivement. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que l'industrie pharmaceutique a des moyens que le tradipraticien n'a pas pour mettre en place une protection de brevet et pour commercialiser des produits. Parce que le coût d'un produit sur le marché peut aller à peu près à 500 millions de dollars. Donc c'est quelque chose qui est énorme au niveau des phases cliniques et qu'un tradipraticien ne peut pas se permettre. Donc effectivement, je pense que plutôt que de parler de pillage, il faudrait jouer plutôt sur les termes et parler de collaboration. Il faudrait qu'une collaboration s'installe entre les inventeurs, les tradipraticiens, les pays africains et l'industrie pharmaceutique, de manière à protéger les deux intérêts et travailler dans la même direction. Puisque, effectivement, sans l'industrie pharmaceutique, les tests ne pourraient pas avoir lieu et les brevets ne pourraient pas être exploités. Donc c'est dans l'intérêt commun. En fait, l'intérêt qui est le plus important, c'est le soin, c'est-à-dire soigner les patients et trouver des médicaments pour traiter les malades. Et c'est ça, effectivement, qu'il faut être conscient et je pense que c'est le plus important. L'autre question, les coûts sont très, très importants, effectivement, dans les brevets, mais il y a moyen de diminuer tout ça. Et effectivement, les stades précoces de dépôt, c'est-à-dire le dépôt d'une demande appelée prioritaire, coûte très peu d'argent. Par exemple, en Suisse, les coûts sont de 200 francs. L'OAP, je sais que pour les déposants nationaux des États membres, font des tarifs totalement gratuits pour les frais de dépôt. Donc les seuls coûts qui seraient engendrés seront les coûts de dépôt. Donc le coût de rédaction de la demande de brevet. Et là, j'encourage vivement les personnes qui sont concernées par une demande d'une invention de contacter des agents brevets spécialisés ou dans les pays ou à l'international pour trouver effectivement les personnes capables de rédiger au mieux les demandes de brevets pour ne pas faire des erreurs, puisque si très souvent je vois des demandes de brevets issues de la recherche ou africaine ou sud-américaine qui sont très mal rédigées, en fait les coûts sont là, et ils ont dépensé beaucoup d'argent pour protéger ces inventions et malheureusement elles ne sont pas acceptées en finalité par les offices qui ont des examens, comme par exemple l'Office européen des brevets, l'USPTO, l'Office japonais. Une chose est de posséder un brevet d'invention, une autre chose, c'est de pouvoir l'exploiter. Et l'exploiter, ça demande, n'est-ce pas, des moyens financiers. Et si je dis cela, c'est parce que Prométra
a plusieurs brevets d'invention. Le sida, n'est-ce pas, le diabète, l'hépatite, et de nombreuses démarches ont été faites pour obtenir un financement pour pouvoir exploiter ces brevets. Jusqu'ici, eh bien, nous nous heurtons à des promesses, si ce n'est à une légère indifférence. Donc, c'est bien. Il faut que dans le domaine de la médecine traditionnelle, n'est-ce pas, nous travaillions, nous fassions des recherches valables, comme nous l'avons fait, n'est-ce pas, à Prométra, mais il faudrait que peut-être, disons, les Africains eux-mêmes, qui sont les premiers concernés, n'est-ce pas, comprennent la nécessité de faire un effort financier pour exploiter un produit qui serait un produit de première nécessité pour eux, pour combattre ces endémies, ces maladies, ces épidémies qui ruinent un peu la santé, l'économie de ce pays-là. C'est cette observation que je voulais faire. Je ressens un très profond malaise. Depuis que j'ai entendu la loi de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur, hein, où finalement c'est une loi régalienne dont profite tout à fait l'Occident. Alors, quand j'entends après cette vision européenne, occidentale, bureaucratique, qui ressemble à des vœux pieux de promis politiques, du haut vers le bas de l'OMS, hein, je pense, en comparant la puissance des laboratoires pharmaceutiques et la situation existante, au pot de fer contre le pot de terre. Et je me demande si on ne pourrait pas aborder les choses d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on décide une taxe pour tous les produits pharmaceutiques issus des laboratoires occidentaux et utilisant des produits de source africaine. J'ai l'impression que là, on pourrait peut-être, ça paraît très utopique, mais peut-être moins que des décisions abstraites, très difficiles à appliquer. Ça, c'est le processus que nous, on emploie au laboratoire chez nous. On prend les plantes médicinales, on collabore avec plusieurs pays ensemble, et puis on fait des extraits, on regarde les activités biologiques de ces extraits de plantes, et puis on isole les constituants purs. On essaye d'aller plus loin, et puis de faire la pharmacologie, et puis utiliser ces constituants de plantes si c'est possible. Mais c'est une très longue voie ici de venir à des constituants purs qui passent tous les tests de toxicologie, qui passent tous les tests de modification de structure et puis d'activité. Indication de la médecine traditionnelle, ça c'est une bonne source d'indication d'activité. Si vous avez une plante qui est active en médecine traditionnelle, vous avez une forte chance de trouver des molécules actives. Considération chimiotaxonomique, si vous avez une famille de plantes qui sont très actives ou un genre de plantes, on a des relations des proches qui sont peut-être aussi actives que les plantes que vous étudiez. Observation sur le terrain. Si vous promenez sur le terrain et puis vous voyez des plantes qui ne sont pas attaquées par les insectes, par exemple, souvent ça c'est utile. Vous avez peut-être une source d'insecticides. Zoopharmacognosie, c'est aussi une source d'information. Il y a quelques équipes qui se basent sur ces informations. Ils se promènent aussi dans la forêt et ils regardent des animaux. Par exemple, les chimpanzés qui utilisent quelques plantes. Si les chimpanzés ont des maux d'estomac, les chimpanzés mâchent quelques tiges. Et puis, si on analyse ces tiges, on trouve qu'il y a des produits qui ont une activité. Et puis, il ne faut pas oublier la collection au hasard, random collection en anglais. À Genève, il y a 5 personnes qui travaillent sur la médecine traditionnelle. 5. Oui. 5 encore. Mais aussi, il y a un comité des experts pour appuyer le programme de la médecine traditionnelle au siège.
certains membres du comité du bureau régional sont aussi membres du comité des experts au siège. Par rapport au nombre total de personnes employées à l'OMS Genève, sauf erreur, c'est environ 3000. Donc, par rapport à cette proportion de plus de 80% de personnes utilisant les médecines traditionnelles à travers le monde, ce qui est issu donc des documents OMS, est-ce que vous estimez que c'est une balance correcte? Oui, non, la balance n'est pas correcte, mais c'est une question de ressources. Parce que vous savez que c'est maintenant qu'effectivement on est ici à discuter tout ensemble sur la médecine traditionnelle. Mais avant, n'était pas possible parce que tout le monde disait « Ouf, la médecine traditionnelle, qu'est-ce que c'est seulement la sorcellerie ». Alors, en plus, on a des problèmes aussi à avoir les ressources financières pour faire notre travail. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de partenaires, donateurs qui voudraient donner l'argent pour la médecine traditionnelle. Parce qu'il dit qu'il faut d'abord nous montrer si effectivement la médecine traditionnelle marche. Est-ce qu'il y a l'innocuité, l'efficacité et la qualité? Mais si vous ne donnez pas notre argent, nous l'argent, comment nous pouvons montrer le rôle de la médecine traditionnelle dans le système de la santé? C'est un cycle vicieux. Mais je voudrais aussi ajouter que ce n'est pas seulement une question du programme de la médecine traditionnelle qu'il n'y a pas beaucoup de personnel. C'est seulement, par exemple, via sida, malaria, tuberculose et autres programmes que le monde donne beaucoup d'argent et dit, OK, on voudrait tant de personnes à travailler. La santé, c'est la condition première du développement. Ouais. Wow. Je vais finir pour dire vive la conservatoire des savoirs médicaux traditionnels et populaires. Vive les organisateurs du symposium de Genève sur la médecine traditionnelle. Merci beaucoup. Muito obrigada. Thank you very much.